Donc, moi, ma présentation, c'est sur la question surtout des femmes immigrantes, femmes immigrantes à large, vraiment femmes demandeurs d'asile, femmes sans statut. Donc, peut-être une petite correction aussi, je travaille au mouvement contre les violences incestes. Je suis militante aussi, bien sûr, mais je travaille aussi à cet organisme-là. Afin d'amener la question des femmes immigrantes, je vais amener l'analyse de la situation des femmes, mais dans un contexte plutôt sociopolitique de l'immigration, donc le contexte global de l'immigration en tant que tel. Mon deuxième point, ça va être plus le contexte sociopolitique québécois, canadien, et puis c'est quoi la conséquence ou les conséquences sur la vie des femmes, puis par la suite peut-être vous dire c'est quoi nos revendications. J'avais une slide, une acétate que je voulais vous montrer, mais je n'ai pas eu le temps de la transférer, que j'aime beaucoup, mais je vais vous en parler tantôt de cette slide que j'aime bien. Donc, c'est toute la question des pays de destination, des pays d'envoi, puis les changements importants et les impacts que ça a sur la vie des femmes en tant que telle. Merci. Donc, c'est quoi les contextes sociopolitiques de l'immigration? Donc, premièrement, il y a toute la dynamique qu'on a déjà parlé beaucoup, colonialiste, qui est basée sur des inégalités économiques, sociales, culturelles, politiques. Puis qui disparaissent dans une perspective de développement. Moi, je dirais que le colonialisme est encore présent. Et pire encore, c'est devenu un colonialisme brut et sauvage. Car on peut voir très bien comment les pays membres du G7, membres de la Banque mondiale, même des Nations Unies, rentrent dans plusieurs pays et ils font des désastres, soit pour les mines qu'ils vont conquérir, soit pour le pétrole. Et les déplacements commencent à se faire à l'interne de chaque pays. Si je prends par exemple la Colombie, on sait que dans la Colombie, il y a eu grandement de déplacements des personnes, et ce n'est pas seulement à cause de la guérilla qui avait, ce n'est pas seulement à cause de la guerre interne qui existait en Colombie, mais c'est aussi à cause de la puissance du Nord qui vient envahir nos territoires. Donc la colonisation, elle est très présente. Si je prends dernièrement le cas des Philippines, où je viens de revenir d'un voyage, j'ai été très impactée de voir comment des compagnies minières canadiennes rentrent dans des endroits où il y a des autochtones et ils vont les enlever avec des mitraillettes, et tout ça avec l'appui d'un gouvernement, d'un État qui est complice de cette corruption. Donc, le développement de type néolibéral qui respecte à la lettre les principes de la libre circulation des biens, des capitaux, de la main-d'œuvre, comme un seul de marchandises. Toutefois, cette perspective globale ne définit pas le monde comme un univers des citoyens et des citoyennes avec des droits égaux, mais comme un marché à conquérir où les êtres humains, et tout particulièrement nous les femmes, on devient des simples produits, des profits, des marchandises négligeables. C'est là que j'aurais voulu vous introduire cette slide que j'avais, qui s'appelle The Push and Pull Factor. Donc, c'est vraiment l'offre et la demande, lorsqu'il s'agit surtout de la question des femmes et des femmes immigrantes. Donc, le push factor, donc ce qui envoie les femmes, c'est vraiment le coût de la pauvreté, c'est le bilatéralisme sexiste qui existe dans nos pays et dans les pays du Nord, c'est les rôles des femmes qui sont considérées comme des citoyennes de deuxième classe dans nos propres sociétés et des héroïnes de nos familles. Pourquoi? Si je prends encore, mettons le cas du Salvador, où les femmes quittent vers le Nord et qui envoient après ça de l'argent à leur pays, ou les femmes philippines qu'on connaît, qui envoient énormément d'argent, alors ça devient, et même aux Philippines, on les appelle heroines of their families, donc les héroïnes de leur famille. Qu'est-ce qui est le pull factor? Qu'est-ce qui les emmène ici? Donc, il y a une importation des femmes. J'ai été aussi étonnée quand je voyais dans les rues de Manila, import, export, plutôt import
non, export, if you want to work, si vous voulez travailler à l'extérieur, venez. Donc, dans un même bloc, on pouvait trouver 3 agences d'exportation d'êtres humains et 3 agences d'escorte ou comment on appelle ça? C'était de la prostitution. J'ai été très étonnée, malgré que je n'avais pas dû. Je ne sais pas à quoi je m'attendais vraiment quand je suis arrivée là-bas. Et ce que je voyais aussi, c'était beaucoup des petits endroits où ils faisaient les manicures, les pédicures et tout ça, bien joli et tout ça. Puis à un moment donné, on allait dans une manifestation, j'ai dit à une de mes collègues, Sadika, j'ai dit à Sadika et son conjoint, qui sont des personnes dans la soixantaine d'années, un peu plus, j'ai dit, regarde, il y a un endroit là-bas où on peut se faire donner des massages aux pieds et aux mains. C'était marqué massage pieds et mains avec amour. Je suis vraiment idiote, c'est ça le mot. J'ai pensé que c'était vraiment un massage. Le soir, quand je suis sortie me chercher quelque chose à manger, j'ai vu que c'était pas ça. C'était vraiment un endroit où on massait les pieds et probablement les mains aussi, mais d'autres choses aussi. Donc c'était puis moi j'ai invité le mari à Sadika, puis Sadika allait, nous, après la marche, après la manifestation qu'on avait eue. Donc pour revenir à cette pull factor, donc il y a beaucoup de stéréotypes aussi. On pense que les femmes de certaines communautés, que ce soit les femmes noires qui sont chaudes, les femmes latino qui sont des verres fondés, puis j'en passe, les femmes chinoises, asiatiques qui sont très soumises, ça mène aussi le fait qu'on veut importer ce genre de femmes pour les marier, supposément. Il y a toute la question de la sexualité racialisée. Et puis aussi, il y a dans le mouvement une chose qu'on a trouvée, nous, c'est les satisfactions envers le mouvement des femmes au Canada. Pourquoi envers le mouvement des femmes au Canada? Parce que les femmes au Canada se sont dit c'est assez d'avoir 10 enfants, c'est assez de se laisser mener par nos hommes. Donc cette problématique pour les hommes fait en sorte qu'on va aller chercher des femmes qu'on peut domestiquer. Donc, je suis désolée, la slide, je ne l'ai pas mis, mais je l'ai mis. Dans le contexte migratoire canadien et québécois, donc, il y a des obligations de la part du Canada et de tous les pays, et du Québec, à considérer le vécu des femmes durant le parcours migratoire. Donc, il y a un article que j'ai lu récemment de Catherine Whittle de Whedon, je vous le recommande, qui nous rappelle que la préoccupation des États d'assurer la sécurité intérieure et les droits sociaux de solidarité à leurs citoyens doit avoir pour contrepartie celle d'atténuer la pauvreté mondiale et les violations des droits humains en facilitant la migration. Donc il existe ces obligations ici au Canada, des conventions internationales. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ces obligations du Canada? Donc, nous allons examiner ici 2 obligations. C'est de considérer le vécu des femmes durant leur parcours migratoire, chose qui ne se fait pas. Puis l'obligation de respecter les droits des personnes. Comment opère les systèmes d'oppression par le non-respect justement des droits humains? Dans l'invitation que vous m'avez faite, aux femmes des diverses, je dis moi c'est femmes des diverses origines, c'était toute la question justement de comment ces systèmes d'oppression se traduisent. Puis avec le push and pull factor, ou avec l'offre et la demande, je vous démontre comment ces systèmes d'oppression s'ancrent dans la population même du Canada, dans la conscience même de la population en général. Donc, le parcours inclut un déplacement, le parcours migratoire d'une femme immigrante. Et dans cet déplacement, il y a le contexte de la fuite. Comment elle a fui son pays? Quelle est sa stratégie de départ? Et aussi, il faut voir la mise en place de toutes ces stratégies. Ça peut être la famille, ça peut être la communauté, ça peut être des passeurs et ça peut être des trafiquants. Alors, il ne faut pas confondre entre passeurs et trafiquants, puis je n'ai pas le temps de tout expliquer ça, mais oui, on a des passeurs, oui, on a des personnes qui vont aider certaines femmes à traverser le pays. Et dernièrement, heureusement, j'ai appris qu'il y avait une loi qui pénalisait les passeurs, donc les criminaliser. Cette loi, elle a été abolie, je pense que ça vient juste de passer avec le nouveau gouvernement, heureusement.
Donc, lorsqu'elles sont en fuite, lorsqu'elles font ces parcours-là, on a vu des cas et on a constaté où des femmes, mettons une femme qui part une femme qui va partir de l'Afrique, d'un pays de l'Afrique, avant d'arriver au Canada, doit passer par différents pays. On lui dit, ok, là tu es rendu à tel pays, tu m'as payé 7 000 $, mais là il te manque de l'argent parce que pour te rendre à tel pays ou à telle ville où tu dois prendre l'avion pour aller au Canada, il te manque tant de millions, pas millions, mais milliers de dollars. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui dire, soit que tu te prostitues pour pouvoir nous payer cet argent-là. Donc ces parcours pleins de violence, ils amènent les femmes dans une situation que quand nous mettons au centre, dans notre organisme, on les reçoit, c'est dans des situations quand même assez pénibles et assez critiques. L'autre situation, je n'ai pas beaucoup de temps, donc il va falloir vraiment que je saute. La situation des femmes parrainées. J'avais 2 cas que je voulais vous présenter, mais la situation des femmes parrainées, c'est très important. Premièrement, comment nous on revendique que c'est le mot parrainé? On n'aime pas les mots parrainés. Et je pense que l'influence qu'on a eue au niveau de l'international, de nos alliances, nous ont fait changer aussi de paraphraser le mot. Donc on appelle ça des mariages migrants et non pas des femmes parrainées. Parce qu'on pense que femmes parrainées, c'est toujours péjoratif, et c'est toujours péjoratif aussi à l'ouïe de la population en général. Pourquoi? Parce qu'on les traite des profiteuses, des femmes qui viennent profiter du système, profiter des pauvres hommes qui veulent les marier. Donc j'en passe les cas de Normand que j'avais voulu vous dire, les cas de Vinis. Mais peut-être un petit mot sur les cas de Vinis. Une femme qui est arrivée ici du Congo, elle arrive en région, pas à Montréal. Elle s'est fait agresser par un homme de sa communauté. La police elle dénonce. Elle venait juste d'arriver, ça faisait 15 jours. Elle dénonce. Et quand elle dénonce, qu'est-ce qui arrive? C'est que le policier, ça va voir le monsieur qui avait supposément, je dis supposément parce qu'il faut en parler de cette façon-là, mais qui avait agressé sexuellement cette femme-là. Et le monsieur lui dit, cette femme-là est sans papier. Elle est arrivée avec des faux papiers. Qu'est-ce qu'il fait la police? Il prend la femme, il l'envoie en détention. Elle a été 2 mois en détention. Elle vient juste de sortir. Donc, et ça, c'est les situations que les femmes subissent ici. Nos défis, présentement, moi, je me dis, il faut tout défaire le gouvernement palpélien. Toute cette conscience qui nous a poussé, tous les médias, toute la corruption qui a dit que nous, on est des femmes immigrantes, tous les immigrants en général, qu'on vient profiter du système et qu'on les croit. On les croit parce que lui, il montre des chiffres, il donne des exemples. Un dénigrement des femmes. Une stratégie divisionniste du mouvement des femmes. C'est ça. Ça a été une des choses principales qu'il a fait, d'essayer de nous séparer. Autant dans le mouvement des femmes qu'aussi dans différents groupes. Mettons, en donnant d'argent à tel organisme pour nous mettre en compétition tout le temps. Donc, et ça, je l'appelle une stratégie raciste et impérialiste, parce que ça va au-delà du capitalisme. L'impérialisme, c'est le plus grand but de pouvoir écraser une certaine population la plus pauvre. Donc, notre stratégie, c'est vraiment créer des alliances. On a été à la marche mondiale, mais on est un peu de loin à cause du temps, à cause de beaucoup de temps surtout. On a des alliances aussi au niveau pan-canadien, national, pan-canadien et international. Vous voyez là, la Sunday Break for Nanny, c'était à Hong Kong. C'est où les femmes qui gardent les enfants se ramassent les dimanches seulement, c'est la seule journée qui ont des repos. On trouve des milliers et des milliers de femmes. Qu'est-ce qu'ils font les organismes? Il y a des organismes qui militent, qui vont vraiment aller chercher ces femmes-là pour les conscientiser, pour les sensibiliser, pour les organiser. Pour aller au Mexique aussi, on a beaucoup dénoncé. Malheureusement, ça continue, mais on sait aussi que le Mexique a un gouvernement qui est absolument corrompu et médiocre, et je me permets de le dire. Puis, dernièrement, on a été à Action Network for Marriage Migrants, Rights and Empowerment. Puis,
l'Alliance internationale des femmes qu'on a créée en 2010. Puis nos revendications, c'est vraiment, on a écrit un mémoire pour le 3e plan d'action en matière d'agression sexuelle. J'ai apporté quelques copies, vous pouvez les lire. Et puis, on a adressé des revendications spécifiques pour les femmes immigrantes, femmes demandeurs d'asile, les femmes en détention, qui est une grande préoccupation pour nous en ce moment, car ces femmes-là sont laissées à elles-mêmes. Elles sont menottées, amenées en immigration avec des menottes. Les femmes qui vont accoucher, elles sont menottées, même quand elles sont au lit avec en train d'accoucher. Donc, voilà la recommandation, vite, et merci beaucoup. Et peut-être en conclusion, que ces jours de partage et d'échange débouchent sur une action solidaire, vigoureuse, autant individuelle que collective, afin d'avancer sans délai pour le respect des droits humains des femmes réfugiées et sans statut survivant des violences sexuelles. Merci.